Cette présentation est un rappel rapide sur Linux. Nous reverrons rapidement certaines commandes de base. Nous allons revoir rapidement comment écrire un fichier de commande, ou ce qu'on appelle un script, comment effectuer certaines opérations reliées à l'implantation d'un projet informatique sous Linux. Et nous terminerons avec quelques notions de base, vraiment de base, en sécurité sous Linux. Certaines commandes de base. Première commande que nous voyons est probablement la plus importante, man. Man nous permet d'avoir accès à une page de manuel qui décrit soit une fonction de la librairie C, soit une commande qu'on peut utiliser sous Linux. Donc, c'est la commande à utiliser pour avoir plus d'informations sur les commandes que je présente dans cette présentation-là et aussi sur toute autre commande que vous voudriez utiliser sous Linux. CD pour Change Directory, c'est la commande que vous allez utiliser pour vous déplacer d'un répertoire à un autre quand vous êtes à l'invité de commande sous Linux. Si vous utilisez CD sans spécifier de répertoire où vous déplacez, ça, vous vous déplacez dans votre répertoire Home sous Linux, donc /home/ votre nom d'utilisateur. La commande CP, CP pour copie, va vous permettre de copier des fichiers ou des répertoires d'un endroit à un autre sur un système Linux. Si vous voulez copier un répertoire et tous les autres répertoires qui sont à l'intérieur de celui-là, vous allez utiliser l'option -R, R majuscule, très important. La commande makedir va vous permettre de créer des directories. La commande rm pour remove va vous permettre de détruire des fichiers ou des répertoires. Si vous voulez détruire un répertoire et ce qu'il contient, vous allez utiliser l'option -R. Si vous voulez éviter que RM demande une confirmation avant de détruire les fichiers ou les répertoires, vous allez utiliser l'option -F, ce qui est souvent pratique si on utilise la commande RM à l'intérieur d'un script. Avant de continuer avec les commandes de base, on va faire une petite parenthèse sur les permissions d'accès aux fichiers sous Linux. Ces permissions d'accès-là fonctionnent en 3 niveaux. Donc, il y a des permissions qui vont être pour l'utilisateur lui-même, donc le propriétaire du fichier, le groupe de cet utilisateur-là et le monde, donc le reste des utilisateurs sur le système. Pour chacun de ces niveaux-là, il est possible de donner des droits pour la lecture, l'écriture ou l'exécution. Quand on parle d'un fichier, naturellement, les droits d'exécution, c'est clair. Ça va être la possibilité d'exécuter ce fichier-là, que ce soit un fichier binaire, donc un programme, ou un script. Si on parle d'un répertoire, la permission d'exécution sert à pouvoir se déplacer dans le répertoire, donc se rendre dans le répertoire. La commande ls pour list permet de lister les fichiers qui sont dans un répertoire. Si on l'utilise avec l'option -L, la commande va donner plus de détails. Entre autres, elle va donner le nom de l'utilisateur qui est propriétaire de ce fichier-là, le nom du groupe du propriétaire de ce fichier-là, la date de dernière modification et aussi les permissions. On voit les permissions à gauche de la diapositive. Les permissions sont toujours données par 3 groupes de lettres. R, W, X. Donc, R pour les droits de lecture, W pour les droits d'écriture et X pour les droits d'exécution. Dans le cas du fichier toto.sh, on voit que l'utilisateur lui-même a les droits de lecture, d'écriture et d'exécution, que le groupe a les droits de lecture et d'exécution, et que toutes les autres personnes ont seulement le droit de lecture. Pour le fichier tata.sh, on voit que l'utilisateur a tous les droits, lecture, écriture et exécution, que le groupe n'a aucun droit et que le reste du monde n'a aucun droit aussi. La commande Change Mode, c'est HMOD pour Change Mode, permet de changer les permissions sur un fichier ou sur un répertoire. On va pouvoir utiliser 2 manières différentes de cette commande-là. La première, c'est le mode octal. Donc, on va utiliser Change Mode avec 3 chiffres qui sont des chiffres en octal qui signifient les permissions pour l'utilisateur, le groupe et le monde. Habituellement, c'est suivi par un autre fichier naturellement auquel on veut appliquer ces permissions-là. Donc, si on utilise Change Mode 777, c'est qu'on donne absolument toutes les permissions
à l'utilisateur, le groupe et le monde. 700 donnerait des permissions, toutes les permissions à l'utilisateur et donnerait aucune permission au groupe et au monde. On peut aussi utiliser une méthode un petit peu plus facile d'utilisation, donc en utilisant les lettres. On voit ici un exemple où on change les permissions données au groupe pour leur ajouter les permissions de lecture. Naturellement, on pourrait changer le G pour un U ou pour un O, puis on pourrait changer le R pour le R, W ou X pour les permissions. L'option "-R" permet de changer les permissions sur un répertoire et sur ce que ce répertoire-là contient en utilisant une seule ligne de commande. La commande change owner, donc CHOWN, permet de changer le propriétaire d'un fichier. Donc une personne qui est propriétaire d'un fichier peut changer le propriétaire de ce fichier-là pour le donner à quelqu'un d'autre. Le premier argument qu'on va passer à change owner est le nom de l'utilisateur à qui on veut donner ce fichier-là. Et si on veut spécifier un groupe aussi, on va ajouter 2 points et le nom du groupe suivant le nom de l'utilisateur. On peut aussi utiliser la commande "-R sur cette commande-là, comme on l'utilisait sur Change Mode, pour pouvoir donner le ownership, donc la propriété, sur un répertoire et sur les fichiers que ce répertoire-là contient. Comment écrire un fichier de commande? Sous Linux, la première ligne d'un fichier de commande, si elle débute par !, indique l'interpréteur à utiliser pour exécuter le script en question. Habituellement, si on veut utiliser un script sur Linux, on va le faire interpréter par le standard shell. Donc, on va utiliser comme première ligne !/bin/sh. Si on voudrait le faire exécuter par un autre shell, on pourrait remplacer le nom de l'exécutable par l'autre shell. Entre autres, si on voudrait utiliser le bash, on pourrait utiliser à ce moment-là /bin/bash. Même chose, si on voudrait faire un script Python, on pourrait utiliser le nom de l'exécutable de l'interpréteur Python dans la première ligne. Dans un script Linux, on peut utiliser des variables. Quand on veut assigner une valeur à une variable, tout ce qu'on va faire, c'est utiliser le nom de la variable, suivi tout de suite, sans espace, du signe égal, suivi de la valeur de la variable. Quand on veut réutiliser la valeur de la variable, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser signe de $, suivi du nom de la variable. Dans certains cas, on va être obligé d'utiliser les accolades, comme qu'on voit dans la deuxième ligne d'exemple, parce qu'on veut délimiter le nom de la variable. Donc, dans ce cas-là, le nom de la variable, c'est vraiment base. Si je n'aurais pas mis les accolades, l'interpréteur de script n'aurait pas été capable de savoir si la variable était base ou base folder dans ce cas-là. Il y a certaines variables spéciales, j'en nomme juste une ici, qui est le signe de $ suivi d'un point d'interrogation. Cette variable-là contient la valeur retournée par la dernière commande exécutée. Habituellement, les commandes, quand elles sont exécutées sous Linux, vont retourner une valeur numérique, un entier, qui va être 0 si la commande a bien fonctionné, s'il n'y a pas eu d'erreur, et va être une valeur différente de 0 s'il y a eu une erreur. On peut aussi utiliser des if dans un script sous Linux. On voit ici dans cette diapositive le format que la commande if doit prendre. Donc, on a au début la ligne if. On va utiliser les crochets carrés pour entourer la condition. Dans cette condition-là, on va pouvoir utiliser des opérateurs mathématiques. Dans ce cas-là, j'utilise le différent. On pourrait utiliser le égal, commencer, le plus petit, le plus grand, le plus petit ou plus grand. Et dans ce cas-là, j'utilise la comparaison entre le 0 et la variable spéciale dont j'ai parlé juste avant, qui donne le résultat de la dernière commande exécutée. Ensuite, je vais utiliser le then, le else et le fi pour délimiter les sections qui vont être utilisées, soit si la condition est vraie, soit si la condition est fausse. Naturellement, le else est la partie de code qui s'exécute quand la condition est fausse et est optionnelle. Comment effectuer certaines opérations reliées à l'implantation d'un projet informatique? Durant l'implantation d'un projet informatique, surtout si c'est une implantation subséquente, on peut avoir à faire une copie de sécurité
de l'application. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser la commande CP pour copie pour effectuer cette copie-là. Naturellement, on n'oubliera pas d'utiliser l'option "-R", R majuscule, si jamais on copie des répertoires complets. Durant l'implantation, on risque d'avoir besoin de créer une base de données, d'ajouter des données initiales dans cette base de données-là, ou même d'ajouter d'autres parties de la base de données comme des stored procedures. Habituellement, ça se fait par l'exécution d'un script SQL. On peut le faire en utilisant la commande MySQL disponible sur Linux et qui va nous permettre de faire justement l'exécution d'un script SQL. J'ai mis dans le petit tableau à droite en bas de la diapositive certains arguments, donc certaines options qu'on peut passer à la commande MySQL. Donc le help qui va nous permettre d'avoir plus d'informations sur comment utiliser la commande MySQL. Le database égale non. Si on veut spécifier le nom de la database, il pourrait aussi être spécifié dans le script SQL dans plusieurs cas. On pourrait aussi décider d'exécuter une commande avec le -- execute ou le -e, donc sans avoir besoin d'inscrire cette commande-là dans un fichier texte. Le /host, le -h va nous permettre de spécifier le nom de l'ordinateur où le serveur MySQL s'exécute. On va pouvoir utiliser le -- password pour spécifier le mot de passe à utiliser. La même chose pour le -p. Si on ne spécifie pas le mot de passe, mais qu'on passe cette option-là, la commande MySQL va nous demander le mot de passe, qui peut être aussi une chose pratique dans un script. Le --user pour dire quel utilisateur on va utiliser pour exécuter justement ces commandes-là ou ce script-là. Puis le -- version ou le -v majuscule va nous permettre de connaître la version de MySQL. Avant de faire une modification d'une base de données, on va vouloir faire une copie de sauvegarde de cette base de données-là. Ça peut être fait sous Linux en utilisant la commande mysqldump avec un nom de base de données et en redirigeant l'output, la sortie de cette commande-là vers un fichier qui va devenir un script SQL qui permettrait de recréer complètement la base de données avec toutes les données à l'intérieur de celle-ci. Il y a certains arguments qu'on va pouvoir utiliser avec la commande mysqldump. Certains ressemblent aux arguments qu'on a déjà vus pour la commande MySQL, entre autres password and user and database. On va pouvoir aussi utiliser d'autres arguments qui ne sont pas disponibles avec la commande MySQL, entre autres le all database qui va demander à la commande de faire une sauvegarde non pas seulement d'une database, mais de toutes les databases qui sont sur le serveur. On a l'argument --comment qui va nous permettre de demander à MySQLDump d'ajouter des commentaires dans le script SQL qui donnent plus d'informations au sujet des tables et des bases de données. Puis on pourrait aussi demander à MySQLDump d'ignorer certaines tables en utilisant l'option --ignore tables. Donc, s'il y a des tables qu'on sait qu'on n'a pas besoin de sauvegarder parce que c'est des tables qui sont constantes ou statiques, on peut utiliser cet argument-là pour sauver un petit peu de temps de sauvegarde. Quelques notions de base en sécurité. Sous Linux, il va falloir faire attention aux permissions sur les fichiers du programme. Donc, s'il y a des exécutables ou s'il y a des scripts, peu importe le type de script, il va falloir faire attention que ces fichiers-là ne soient pas modifiables par des personnes qui n'ont pas le droit de faire cette modification-là. Quand on va avoir des serveurs qui vont s'exécuter, il va aussi falloir faire attention aux utilisateurs qui vont être utilisés pour exécuter ces serveurs-là. Souvent, quand on fait de premiers tests, on ne se casse pas la tête, on fait exécuter nos serveurs par l'utilisateur root. Comme ça, on n'a pas de problème de permission. Sauf que dans un environnement de production, c'est vraiment pas la chose à faire. On veut plutôt avoir un utilisateur qui a beaucoup moins de privilèges que l'utilisateur root pour exécuter les serveurs. Naturellement, cet utilisateur-là doit avoir le droit d'exécuter le code du programme ou du moins de lire les fichiers de données du programme, doit avoir accès à la base de données aussi. Mais il ne devrait pas avoir le droit même de modifier
le programme ou de modifier des fichiers qui sont dans les répertoires qui sont utilisés pour le programme. Donc, il faut faire attention à ça. Ici, j'ai une petite à vous conter. Une des premières fois que j'ai assisté au Hackfest, une des conférences qu'il y avait, c'était une équipe qui ont pris un NAS, un Network Attached Storage, puis qui ont décidé de le hacker, tout simplement. Donc, ils ont pris le système qui venait d'une compagnie très sérieuse, l'ont connecté, l'ont configuré de base, puis ils se sont rendus compte que le serveur, en plus d'offrir les services de storage, avait un petit wiki qui est installé dessus. Donc, un serveur HTTP qui roulait et qui permettait de créer des pages de documentation. Donc, c'était quand même pratique parce que ça permettait de pouvoir documenter les différents partages que ce serveur-là offrait et leur utilité et tout ça, mettre un petit peu de aide aussi pour les utilisateurs si jamais c'était nécessaire. Et comme le principe d'un wiki le veut, chaque personne peut ajouter des commentaires, modifier les pages de documentation selon les permissions qu'il y a. Quand ils ont commencé à regarder d'un peu plus près ce serveur HTTP-là et surtout le wiki en question, ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà une faille de sécurité importante dans ce wiki-là. C'est que si on mettait du code PHP dans une page de documentation-là, le code était exécuté lorsqu'on réaffichait la page. Donc, n'importe qui avait le droit de modifier une page dans ce wiki-là avait la possibilité d'exécuter du code PHP sur le serveur. Ce qui n'est vraiment pas une bonne pratique côté sécurité déjà en partant. Donc, les personnes ont commencé à exécuter certaines commandes PHP. Au début, les commandes de base pour savoir les informations sur les versions du serveur HTTP et aussi de l'interpréteur PHP. Après ça, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient même utiliser une commande PHP pour exécuter un exécutable sur ce serveur-là. Donc, pas seulement du code PHP, mais exécuter n'importe quel exécutable qui existait déjà sur cette plateforme-là ou qui aurait été placé sur ce serveur-là à travers l'interface du wiki pouvait être exécuté. Si on a eu l'idée d'exécuter une commande qui permettait de savoir quel utilisateur était en cours d'exécution, donc savoir quel utilisateur qui exécutait le serveur et qui exécutait par le fait même le code que ces hackers-là pouvaient exécuter sur ce serveur-là. Et ils se sont rendus compte que c'était l'utilisateur root. Donc, ils pouvaient exécuter n'importe quelle commande sur ce serveur-là en passant par l'interface wiki avec les droits de l'utilisateur root. Donc, il y avait complètement le contrôle de cet ordinateur-là. Naturellement, la personne qui a créé ce wiki-là avait fait plusieurs erreurs au niveau de sécurité. Premièrement, le fait de ne pas intercepter du code PHP qui est placé dans une page de wiki, c'est un problème de sécurité. Et deuxièmement, le fait d'avoir un serveur qui s'exécute comme root, c'est un double problème de sécurité dans ce cas-là.